Nous reprenons notre exploration de la topographie et des mouvements tectoniques qui affectent la discipline de l'histoire de l'art entre les différentes institutions, surtout parisiennes, mais dans un contexte international, pour le moment au début du XXe siècle surtout. Nous continuons donc nos travaux avec la présentation d'Emily Oléron-Evans de l'université Queen Mary de Londres, qui va intervenir, ou qui va donner plus nettement encore que ça a été le cas jusqu'à présent une dimension internationale, une multiperspectivité à la réflexion qui nous occupe. Emily Oléron-Evans est normalienne et agrégée d'allemand. Elle est actuellement maîtresse de conférences en culture visuelle du monde francophone, donc à l'université Queen Mary de Londres. Londres où, me disait-elle tout à l'heure, il est difficile de se concentrer, même dans le milieu universitaire, ou peut-être même surtout dans le milieu universitaire actuellement. C'est un véritable challenge de pouvoir fermer ses portes mentales pour se préparer, par exemple, à un colloque comme celui d'aujourd'hui. Donc un grand merci, Émilie, d'avoir pris le temps et mis l'énergie qu'il faut pour le faire. Émilie, donc, qui a été d'abord germaniste, s'est spécialisée en historiographie de l'art. Elle est l'auteure d'une monographie passionnante que j'ai eu le privilège de lire à l'état de manuscrit sur les transferts culturels anglo-allemands dans la carrière de l'historien de l'art et d'architecture Nikolaus Pevsner. Vous savez qu'il a dû s'exiler à Londres tout jeune homme et qu'il est devenu, et c'est la thèse principale d'Emily Oléron-Evans, qu'il est devenu un hyper-anglais en quelque sorte, après avoir quitté l'Allemagne et en devant changer de langue et de milieu universitaire. Entre 2015 et 2017, Emily Oléron-Evans a été postdoctorante à l'Institut d'études avancées de Strasbourg, qui joue décidément un rôle considérable à la charnière entre la France et l'Allemagne dans l'histoire du Collège de France et de notre discipline. Elle a participé dans ce cadre à la préparation de l'exposition Strasbourg, Laboratoire d'Europe, et édité le Dictionnaire culturel de Strasbourg 1880-1930, paru en 2017, le tout autour avec, porté par Roland Recht, une fois de plus. Un grand merci pour cela aussi. Ses recherches actuelles portent sur la traduction en histoire de l'art. Elle a notamment coécrit un chapitre sur les femmes traductrices d'écrits sur l'art dans le recueil « Dire presque la même chose, l'histoire de l'art et ses traductions », très joli titre, à paraître. Et elle est également traductrice elle-même de Nikolaus Pevsner et en collaboration avec Midred Galland-Simkowiak d'August Schmarzow. Émilie, vous avez 35 minutes et nous sommes très attentifs et très heureux de vous écouter. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci encore une fois chaleureusement à Jessica pour l'invitation et cette opportunité de se plonger dans des archives. Vraiment bienvenue en ces temps un peu incertains. Donc, je vais prolonger et parfois recouper des éléments déjà présentés dans les deux premières interventions de ce matin. J'étais rassurée d'entendre que mes prédécesseurs étaient intimidés par le fait d'être ici, puisque c'est mon cas aussi, donc nous avons ça en commun. Ceci étant dit, nous nous interrogeons aujourd'hui sur les dynamiques spatiales de cette nouvelle discipline qui émerge conjointement élaborée par les institutions que nous évoquons, mais aussi cette dynamique peut être interne, et c'est de ce point de vue que je me place dans cette communication, du point de vue du Collège de France, où nous allons parler plus précisément des rapports de présentation de chaires, qui peuvent être compris comme l'étape de réflexion préliminaire sur la nature et sur l'étendue du champ des possibles pour ces disciplines en germe. Donc c'est l'étape si on reprend cette idée de dynamique, c'est l'étape de l'itinéraire. On trace l'itinéraire idéal, parfois les itinéraires bis qui ne seront pas pris, que le professeur élu pourra parcourir. Alors, une grille de lecture précieuse a été offerte pour cette intervention par les travaux rassemblés dans l'ouvrage dirigé par Wolf Feuerhahn, La politique des chaires. Donc, c'est un outil précieux pour réfléchir à ces rapports qui sont un genre de plus en plus codifié au cours de la période que nous allons considérer.
Ce genre des rapports de présentation et des rapports de candidature est au service de ce que Françoise Vaquet définit comme leur but symbolique, au-delà de la vie intellectuelle de l'institution elle-même, comme l'affirmation constante de la distinction du Collège de France. Voici les arguments qu'elle identifie, que nous observerons donc dans ce corpus. Le caractère donc distinct, unique du Collège de France, la dimension nationale de la discipline en devenir, mais aussi l'ancrage dans et la perpétuation d'une tradition. La position originale du Collège de France au sein du paysage universitaire français a été aussi étudiée par l'Interien. Donc, c'est l'opportunité de citer des femmes dans un sujet où nous allons parler uniquement de professeurs hommes pour la période. Donc, c'est toujours bienvenu. Et donc, dans son ouvrage vraiment fondateur, l'Interien nous indique que ce qui distingue le Collège de France, c'est l'absence de programme au sens strict, la possibilité d'innover et d'ouvrir des champs disciplinaires qui seront ensuite repris par d'autres institutions. Donc cela répond en partie à la question qui avait été posée sur quelles institutions nous observons aujourd'hui. Nous avons postulé le caractère pionnier du Collège de France qui ensuite dissémine dans le reste du paysage universitaire. Et je cite Vaquet à nouveau, « L'unicité et partant la primauté ainsi reconnue au Collège de France explique que des propositions arguèrent d'un rôle privilégié qu'assurerait la chaire proposée. Elle serait un centre d'organisation, de coordination, de direction des recherches. » Donc c'est de ce postulat que nous partons, mais puisqu'on parle ici d'histoire de l'art dans l'enseignement supérieur français au tournant, donc on va commencer par le tournant du 19e et avancer dans le 20e siècle, moi, je m'attendais à trouver formulé dans les textes les plus anciens au moins le constat récurrent du relatif décalage entre la France et les homologues dans l'université allemande. Donc on va se demander comment ce positionnement par rapport donc avec les trains de retard, à mesure que les interventions défilent, on pourrait ajouter des trains, je pense. Donc, comment concilier ce relatif décalage avec la posture du Collège de France qui se voudrait un lieu d'un savoir en voie de se faire, comme Ernest Renan l'a formulé. Donc, le lieu où il est possible d'expérimenter, de resémantiser les disciplines grâce à la liberté scientifique qui est au principe même de l'institution, contrairement donc aux universités qui ont vocation à délivrer des diplômes et à organiser les savoirs dans ce but. Un autre fil directeur dans cette série, ce qui sera une série d'explications de textes en fait, sera bien sûr le fait que nous parcourons des rapports de présentation d'une chaire à titre double, donc esthétique et histoire de l'art. Je passerai sur l'intérim entre 1919 et 1926, donc, où elle s'appelle Histoire de l'art français, qui sera traitée plutôt cet après-midi. L'intitulé Esthétique et histoire de l'art présente des enjeux idéologiques et méthodologiques, puisque les rapports interprètent ce que devrait ou pourrait être l'histoire de l'art et l'esthétique, d'une part, mais postulent aussi leur interaction, les échanges possibles, les frictions et l'évolution de ces frictions entre les deux champs. Donc c'est un espace de l'entre-deux où se crée le savoir tout autant que la formulation et la détermination d'une terminologie. Mais je commencerai par faire état d'enjeux politiques. Ayant parlé de la grande liberté du Collège de France, en fait, la création de la chaire d'esthétique et histoire de l'art confiée à Charles Blanc fait en effet suite à une demande de crédit additionnel au budget ordinaire de l'instruction publique. Elle n'est donc pas soumise à l'examen de l'Assemblée des professeurs en 1878. Et cette demande s'appuie sur un rapport rédigé par le député Charles Boisset, Saône-et-Loire, pour ceux qui s'intéressent. À titre de comparaison avec les rapports de présentation émanant directement des professeurs, que nous allons regarder plus loin, voici quelques traits importants de ce rapport du député Boisset. L'esthétique est partout enseignée. Pour enfoncer le clou, il fait donc une liste à Berlin, à Vienne, à Dresde, à Stuttgart, à Göttingen, à Munich, à Bonn, à Prague, à Jena, à Zurich, à Genève, à Naples, à Athènes. Des cours d'esthétique générale sont ouverts au public et ils fonctionnent avec éclat. Il est donc temps que la France ajoute à cette liste et se donne les moyens de prendre place parmi les nations qui offrent, et vous le voyez, l'important aussi, un enseignement public.
Il est fait allusion à la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art aux Beaux-Arts, mais cet enseignement est spécialement destiné aux élèves de l'école. Donc ne fonctionne pas comme dans cette ambition d'enseignement public. À cette limite d'accès s'ajoute le fait que la chaire conçue au Collège de France sous le même intitulé, certes, aura des ambitions différentes. Les savoirs sur l'esthétique et l'histoire de l'art combinés deviendraient, sous la plume de Boisset, un ferment d'élévation individuelle et sociale propre à engendrer, dans le contexte international de l'essor des arts industriels, qu'il a donc dans son collimateur, la puissance et la richesse matérielle de la nation. Donc, mettons en regard la manière dont sont définies respectivement l'esthétique et l'histoire de l'art dans ce rapport. Alors, pour l'esthétique, il ne s'agit pas seulement ici d'une exposition supérieure et philosophique des règles du beau, mais à cette heure où les créations innombrables de l'industrie moderne sont de plus en plus intimement unies à l'art, à cette heure où les plus vulgaires produits tendent aux formes élégantes, où la grâce familière s'introduit partout pour constituer dans les plus humbles demeures un ensemble d'impressions et d'influences salutaires, l'enseignement esthétique acquiert un caractère spécial de haute importance pratique. Donc c'est esthétique pratique qui devrait être pensée au Collège de France et qui s'associerait à l'histoire de l'art comme tableau du développement des manifestations successives qui se sont produites à travers les siècles. Donc l'histoire de l'art permettrait de créer une lignée dans laquelle les artistes contemporains pourraient s'inscrire. Nous sommes dans un contexte d'exposition universelle où une rivalité latente se joue notamment avec l'Angleterre victorienne, citée par Eugène Guillaume en 1882. Guillaume dit « On savait qu'à l'étranger, on travaillait à nous disputer notre suprématie ». Et il cite donc Sir Kensington comme l'objet de cette rivalité qui postule la suprématie française, néanmoins. Donc l'argument pragmatique, la question du positionnement international de la France, vont se retrouver dans le rapport présenté en 1882 par Charles Lévesque, professeur de philosophie grecque et latine, après le décès de Charles Blanc. Donc je passe au... C'est plus un rapport pour décider si la chaire sera maintenue et si elle sera maintenue sous ce titre. Et ce que Charles Blanc dit, c'est que la supériorité de la production artistique française semble menacée par, je cite, « un progrès très sensible et d'autant plus inquiétant qu'il a été très rapide ». Et dans la première version du rapport, dont je vais projeter un extrait, l'évêque avait écrit « Certains de nos voisins sont en train de progresser dans ce domaine » et il a biffé « certains d'eux » pour vraiment noter l'urgence. Nos voisins tout autour de nous menacent cette suprématie. Alors voilà l'extrait. Je ne résiste pas à vous le montrer dans la version originale. J'espère qu'il est lisible, mais en tout cas j'en fais lecture ici. Il faut à tout prix donner à nos ouvriers des lumières qui les guident sûrement, les empêchent de s'égarer dans les sentiers du faux goût et leur assurent le premier rang. Ces lumières leur arriveront de haut, par des intermédiaires sans doute, mais peu à peu et infailliblement, si les belles œuvres de tous les temps sont étudiées, expliquées, commentées, admirées dans le premier des établissements d'enseignement public que possède notre pays. L'économie politique demande donc instamment, elle aussi, que rien ne soit changé au titre actuel de la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art. Donc on a retrouvé, certes, ici c'est la dernière page du rapport de l'évêque, professeur au collège devant l'Assemblée des professeurs, mais il y a bien là un point commun avec le rapport rédigé par un député en 1878, le facteur de l'économie politique, la dimension pragmatique, est commune et devrait présider au maintien de la chaire, non seulement dans ce domaine, mais sous ce titre, avec, on le suppose, les mêmes intentions. Le Collège de France apportant ses lumières au peuple français. Et Eugène Guillaume appelle cette situation en 1882 un heureux concours de circonstances où l'intrusion du politique dans l'espace libre n'est pas ressentie négativement et semble au contraire accueillie. Je cite Guillaume, « Pour la création d'un pareil enseignement, il fallait émouvoir en sa faveur les pouvoirs publics occupés d'intérêts bien différents.
Il fallait qu'un ministre le prît à cœur, qu'une commission du budget s'y intéressât, que les assemblées en reconnussent les avantages. Donc toutes les étoiles, les astres se sont alignés pour créer cette chaire et la perpétuer. Et je vais également citer l'article de Ferdinand Brunetière que j'ai trouvé très intéressant dans le sens où il date d'avril 82, donc avant l'élection de Guillaume comme successeur, et se présente comme un rapport sur le rapport de présentation lui-même. Et je suis heureuse de voir que j'ai sélectionné un passage qui n'a pas été cité précédemment, donc les interventions se complètent au lieu de se doubler. Puisque c'est là qu'on l'a d'abord instituée, il est excellent qu'elle soit au Collège de France. Là seulement, en effet, le professeur aura cette entière liberté dont il a vraiment besoin pour faire en quelque façon la fortune d'un enseignement nouveau. C'est au Collège de France que les sciences nouvelles s'éprouvent, et c'est là qu'elles sont admises à faire, comme qui dirait, leur stage, avant que d'avoir droit de citer dans l'enseignement officiel. Voilà, le ballon d'essai en quelque sorte. Donc les stratégies de discours sont un peu différentes dans le rapport sur le maintien de la chaire, par contraste avec le rapport qui élabore l'idée qu'une chaire pourrait être créée, puisque on cherche non pas un pionnier, on cherche un successeur. Donc continuera-t-il ce stage dont Brunetière parle, ou faut-il envisager une nouvelle voie pour l'esthétique et l'histoire de l'art? Je cite Lintérien pour y réfléchir. Les créations de chaires se présentent souvent comme un moment de consécration, de reconnaissance pour quelqu'un, de la pertinence et de la nouveauté de son travail. Les premiers titulaires de chaires sont donc nécessairement des pionniers en la matière. Ils doivent définir et délimiter le champ de recherche et justifier le nouveau domaine d'étude. Le problème de la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art, c'est qu'avant de pouvoir remplir cette fonction pionnière, il lui fallait combler une lacune. Donc, nous en avons déjà parlé, bien sûr, cette rivalité avec l'Allemagne. Mais la manière dont Charles Lévesque la présente dans son rapport de 1882 est intéressante. Et c'est le premier argument qu'il développe dans le rapport. Voilà. L'Allemagne, alors je ne peux pas m'empêcher de lire un peu, pas de sarcasme, mais d'agacement. Enfin, il y a quelque chose dans la tonalité du rapport. Donc je vais peut-être le surjouer, mais excusez-moi d'avance. L'Allemagne s'honore d'avoir donné naissance à la science du beau ou esthétique et soutient en toute occasion que cette science est exclusivement germanique. Il est certain que l'esthétique unie à l'histoire de l'art, enseignée partout en Allemagne où l'on en compte 40 chaires, peut-être davantage. Il est certain que le nombre des ouvrages auxquels cette science a donné lieu est considérable, à tel point que M. Lotze a pu écrire une histoire de l'esthétique allemande qui remplit un gros volume in octavo. De ce côté donc, la science allemande a un grand passé auquel répond une forte et féconde activité contemporaine. Le même ton se retrouve un peu plus loin et je me suis permis d'aller puiser dans les non-dits, puisque la beauté de ces manuscrits, c'est qu'on peut voir sous les ratures, ce que n'offre pas le traitement de texte de nos jours. Donc voilà cette phrase. Pendant ce temps, alors qu'il dresse la généalogie française, mais il dit « Attention, pendant ce temps, l'esthétique allemande croissait toujours dans l'enseignement aussi bien que dans les livres. On ne saurait y penser, on ne saurait l'écrire sans une sorte de tristesse patriotique. Ce n'est qu'en 1878 que la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art créée au Collège de France est confiée à Charles Blanc. » Relevons que Charles Lévesque écrivait dans un ouvrage qui s'intitule « La science du beau étudiée dans ses principes, dans son application et dans son histoire » en 1861, que l'esthétique a connu en France les mêmes débuts qu'en Allemagne. Donc je cite un passage de cet ouvrage. « Les recherches sur le principe du beau et de l'art ne sont pas nouvelles en France. Au XVIIIe siècle, Diderot a inauguré chez nous presque aussitôt que Hutchinson en Écosse et Baumgarten en Allemagne. » Ce qui explique qu'il affirme dans son rapport de 1882, on peut dire qu'en France, le désir d'un tel enseignement n'a jamais manqué, et que c'est au contraire cet enseignement qui a trop manqué aux aspirations de ces intelligences. Et pour le montrer, Lévesque évoque les cours de Victor Cousin, datant de 1817 et 18, qui ont été, selon lui, accueillis avec grand enthousiasme. Je cite, « Tout aussitôt, le zèle de l'auditoire prouve que ces leçons répondent à une curiosité sérieuse et mûre. Et ce même zèle se retrouve, selon lui, dans le public, restreint mais éclairé, du cours d'esthétique donné clandestinement chez lui par Théodore Jouffroy en 1826.
Pour l'évêque, avec ces exemples, je cite, « La preuve de l'aptitude de l'esprit français à l'esthétique, s'il avait besoin, était donc faite. Cependant, le problème, en fait, c'est que cette aptitude ne s'est pas concrétisée dans un enseignement institutionnalisé, bien qu'elle se soit déployée par d'autres biais, et qui seront également rappelés par Eugène Guillaume dans sa leçon d'ouverture, où il cite la publication posthume du cours de Geoffroy en 1843, celle des cours de Cousin sous le titre « Du vrai, du beau et du bien » comme autant de signes d'activité. Que d'œuvres vraiment françaises, dit-il. Et malgré tout, la vie de l'esthétique restait enfermée dans les livres. Pour revenir au rapport de Charles Lévesque, donc la posture est plutôt qu'un appel à l'innovation, c'est une démonstration de l'utilité, de la nécessité même de continuer dans la direction tracée par Charles Blanc, qui n'a pu qu'entamer cette libération de la vie de l'esthétique. Or, c'est ce que le public réclame, nous dit l'évêque. La chaire aurait dû être fondée un demi-siècle plus tôt. Ne pas la maintenir, dit-il, ce serait une déception pour le public français et pour les auditeurs étrangers qui semblent ne plus pouvoir se passer de ces nobles études. Alors, moi, j'ai fait une note, j'aimerais beaucoup savoir qui étaient ces auditeurs étrangers enthousiastes et zélés, et de quelle nationalité ils étaient également. Moldave, peut-être. Moldave. Le passage suivant invite à réfléchir sur la vocation de l'enseignement au Collège de France, telle qu'elle se révèle dans un rapport de présentation. Donc, je cite ici. Oui. Or, non seulement on tient à la conservation de la chaire de Charles Blanc, mais on la veut, on la redemande telle qu'il l'a conçue, constituée, disons mieux encore, telle qu'il l'a créée. Un enseignement conçu de la sorte devait réussir. Il a réussi admirablement. Il a captivé, ravi, enchaîné un auditoire d'élite. Ce même auditoire redemande aujourd'hui ce même enseignement, ou du moins un enseignement fondé sur les mêmes principes et sur les mêmes méthodes, puisque le maître qui l'avait inauguré n'est plus là. Donc quand on lit ces lignes, la question de savoir si une nouvelle chaire ou une chaire renouvelée devrait privilégier une spécialisation pointue, une activité pionnière qui emporterait les autres institutions dans son sillage, ou privilégier au contraire une sensibilisation accrue du grand public aux problématiques qui affectent la société, là, la direction est très nette. Si on pose cette alternative, donc je cite Brunetière à nouveau, où elle se présente, la chaire est-elle instituée pour le profit de quelques initiés seulement, et la gloire, à laquelle d'ailleurs nous sommes très sensibles, d'entretenir quelque part en France le culte désintéressé de la science, ou l'établit-on pour mettre le grand public à même de puiser quelque part un enseignement devenu de nos jours indispensable à l'honnête homme? Le Collège de France semble être le lieu de savoir où pourrait être réalisé un compromis entre ces deux objectifs, soit au sein d'une même chaire, ce qui semble difficile à réaliser, mais pourquoi pas, ou bien si on envisage une sorte de moyenne entre chaires spécialisées et chaires plus généralistes à travers l'enseignement dans son ensemble. Mais dans le cas de l'esthétique et l'histoire de l'art, l'approche pédagogique est bien ce qui prédomine quand on récolte les témoignages sur les professeurs qui ont occupé cette chaire. Dans le discours prononcé par Antonin Proust à l'occasion des obsèques de Charles Blanc, par exemple, il est fait référence à ce titre d'éducateur que le gouvernement avait officiellement consacré en l'appelant à la chaire du Collège de France. Et c'est aussi la pédagogie de Charles Blanc que salue Eugène Guillaume, je cite, « La critique historique, la critique savante des arts a grandement progressé depuis le temps où Charles Blanc commençait à écrire. D'autres auront plus que lui l'érudition des faits, mais au point de vue d'une influence à exercer, il avait en partage de rares mérites. Il possédait dans la mesure la plus libérale et la plus communicative la science de la vulgarisation et l'érudition du goût, le cocktail parfait auquel nous aspirons tous. » L'évêque fait le portrait d'un enseignement visant à expliquer les œuvres, à fonder le jugement et le goût, à former les artistes, comme le souhaitait le rapport du député Charles Boisset en 1878. Et l'approche de Guillaume lui-même, décrite par Estelle Thibault comme une esthétique pratique dont l'objectif serait de réconcilier l'art et les métiers. L'idée que la chaire est l'une de celles qui remplissent la fonction de diffusion, de circulation des savoirs, l'idéal d'ouverture que s'est donné le collège,
est confirmée plus tard par cette remarque sur le suppléant de Guillaume, Georges Lafenêtre. Le cours de Monsieur Lafenestre est très goûté du public, même de ce que l'on est convenu d'appeler le grand public. Bon. Je voudrais observer maintenant la double définition de l'esthétique et de l'histoire de l'art dans ce rapport et les arguments avancés pour justifier leur coexistence. L'union de l'esthétique et de l'histoire de l'art a un caractère historique. Le temps l'a consacré. Ce sont en effet les philosophes, bien plus que les savants, qui ont introduit dans la science et dans l'enseignement l'histoire des œuvres et des époques de l'art pour appuyer leurs théories sur les faits. Les deux études sont restées, grâce à ces penseurs, fraternellement unies. On les affaiblirait en les séparant, ne fût-ce que sur l'affiche, et l'on commettrait à l'égard de la philosophie un acte de pure ingratitude. Tout en mettant en avant ce qui unit les deux disciplines, le texte semble opposer philosophes et savants, peut-être quelque chose à interroger plus avant dans une autre discussion. L'autre borne, c'est l'archéologie. En outre, l'histoire de l'art n'est pas l'archéologie, c'est l'étude des œuvres au point de vue multiple et toujours élevé de la beauté, de l'inspiration, de la psychologie des races et de la psychologie individuelle de chaque artiste. Donc, on a là deux disciplines voisines qui se répondent, mais qui sont aussi garde-fous l'une de l'autre. Et pour l'évêque, il faut que le titre rappelle sans cesse ce point de vue aux professeurs qui seraient tentés de s'en tenir à la sécheresse des documents et aux auditeurs qui n'apporteraient à l'amphithéâtre qu'une curiosité avide de détails. Bon, avertissement. Enfin, la suppression du mot esthétique dans le titre de la chaire aurait l'inconvénient de fournir un prétexte à ceux qui feignent de croire que les Français sont incapables de rien comprendre à la science du beau. Et on prétendrait qu'ils l'avouent eux-mêmes en répudiant le nom de cette science. Brunetière encore remarqué dans son article déjà cité, comme ce titre est un peu large, ou plutôt un peu vague, c'est en vain que l'on aura décidé de ne pas dénaturer la chaire si le choix du nouveau titulaire ne vient définir et préciser l'essence de cette résolution. Et c'est aussi de cet article que je retiens cette importante idée, cette articulation qu'il convient d'avoir à l'esprit quand on examine les rapports de présentation, qu'ils soient explicitement ou non associés à une candidature. La question de personne et la question de principe se lient si intimement ici que le choix de la personne suffira pour déclarer le principe qui devra diriger l'enseignement. Ainsi, dans son rapport, l'évêque dit que Charles Blanc a donné à l'histoire de l'art la place la plus importante et la plus large, tout en reconnaissant, je cite l'évêque encore, que les œuvres d'art ne peuvent être expliquées quant à leur signification et appréciées quant à leur valeur de beauté que par des considérations psychologiques. Toujours, Charles Blanc a interprété le dehors par le dedans, le vêtement par le corps par l'âme. Et Eugène Guillaume rend hommage dans sa leçon inaugurale au maître qui fut le premier titulaire de la chaire d'esthétique au Collège de France, sans mentionner la seconde partie du titre. Mais dans la phrase suivante, on voit que l'esthétique semble englober l'autre discipline, puisqu'il part de l'étude de l'histoire et de la philosophie de l'art, tout en un. Un glissement s'opère aussi entre l'intitulé de la chaire et l'intention affichée du professeur choisi. Donc moi, je fais état des rapports, mais il faudra voir comment ces vœux se réalisent ou non. Et ce que Guillaume dit, c'est « Le sujet que j'entreprends de traiter est l'esthétique dans l'enseignement de l'art ». Donc il me faudrait, s'il est possible, rapprocher la science de la forme de la science de l'idéal, les tourner vers leur but commun, faire qu'elles se prêtent un mutuel secours. Je voudrais pouvoir intéresser l'un à l'autre le travail de la pensée et le travail de la matière. J'avance dans la période. On est en avril 1905, après le décès d'Eugène Guillaume. Paul Foucart, donc cité précédemment, qui est chargé du cours d'épigraphie et d'antiquité grecque au Collège de France, déclare, comme nous le disait Jessica, que la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art n'est pas à sa place au Collège de France et qu'elle serait mieux placée à l'École des Beaux-Arts. Mais dans la discussion, il semble qu'il ne s'agit plus d'héberger une chaire unique en son genre, mais de consolider son image, de l'ancrer plus fermement dans le paysage universitaire. Et donc, on a des rapports de candidature plutôt que des rapports de présentation du contenu que la chaire devrait avoir. Le bref rapport de René Cagnat sur Georges Lafenestre montre que l'atmosphère est moins au renouvellement qu'à la perpétuation d'une tradition.
Dans les 16 années d'enseignement pendant lesquelles il a suppléé M. Guillaume, M. Lafenestre a successivement étudié toutes les périodes de l'art, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il s'est surtout attaché, il est vrai, à la peinture et à la peinture, je suppose qu'il y avait sculpture dans l'un des deux, du XIVe et du XVe siècle. Il n'y a pas lieu de s'en étonner, ses fonctions administratives en sont l'explication, au département des peintures et du dessin au Louvre. Mais il n'a garde de se limiter à ces périodes. Donc c'est l'histoire de l'art vraiment qui est mise en avant et l'esthétique se voit vraiment réduite à la portion congrue. Il prit soin, dit Kania, également à côté de la technique, de l'art et de son histoire, d'en exposer la théorie, répondant aux exigences d'une chaire à titre double, esthétique et histoire de l'art. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans l'air du temps en fait, mettre l'esthétique en rang second. Donc je cite l'étude de 1903 d'Hippolyte Ferencz-Geber sur l'enseignement de l'histoire de l'art, où il est dit qu'Henri Lemonnier concédait au sujet, concédait en parlant de son cours à la Sorbonne qu'il faut toujours un peu d'esthétique, et André Michel disant « Seulement mes collègues et moi, nous l'abandonnons aux philosophes ». Mon souci est d'être aussi scientifique que possible, nous disait Michel. Donc ce souci, André Michel l'attribue également à Lafenestre, dont il dira il voulut, comme il disait, se mettre en règle avec les philosophes. Mais l'histoire reste toujours le terrain solide, le fond de sa méthode et de son enseignement. Il est des voix dissonantes pour regretter ce déséquilibre croissant, cette mise à l'écart de l'esthétique. Et donc dans le rapport sur l'enseignement de l'histoire de l'art, on parle justement d'Eugène Müntz encore. N'est-il pas permis de supposer que l'absence d'une esthétique directrice, la suppression trop souvent totale et volontaire d'un idéal philosophique sont les vraies causes de ce vice que M. Müntz signalait dans l'enseignement de l'histoire de l'art en France, manque d'unité spirituelle? L'amour du catalogue précis s'est substitué à la vieille philosophie. Le réalisme scientifique a étouffé l'ancienne religion de beauté. Et en 1907, le philosophe Paul Souriau, professeur à l'université de Nancy, déplore le fait, je cite, que l'esthétique n'a pas dans son enseignement officiel la place qu'elle devrait avoir. Il n'est pas dupe du fait qu'elle apparaît dans le titre au Collège de France et aux Beaux-Arts. Il dit « Quelquefois le mot apparaît sous la rubrique esthétique et histoire de l'art, mais on voit bien qu'à lui seul, il ne tiendrait pas l'affiche. Il semblerait trop maigre en matière à enseignement. Aussi a-t-on soin de lui ajouter comme appoint toute l'histoire de l'art, rien que cela. Le résultat est facile à prévoir, l'érudition est envahissante. En fait, ces cours n'ont à peu près rien de commun avec l'esthétique. » Donc, comme je le disais, je passe la période d'intérim 1919-1926 pour m'intéresser à ce qui se passe dans les rapports de présentation donc en janvier 1926, par exemple, sont énoncés dans le compte-rendu de l'Assemblée des professeurs 3 propositions pour remplacer la chaire d'histoire de l'art français laissée vacante: histoire de l'art, esthétique et histoire de l'art, art chrétien d'Orient. Mais les auteurs des 3 propositions, nous dit-on dans le procès-verbal, se sont mis d'accord, on ne sait pas trop comment, pour proposer la création d'une chaire d'esthétique et d'histoire de l'art. Alors création, ici c'est vraiment renouvellement. Mais ce que cet intitulé va maintenant vouloir dire, malgré cet accord, varie énormément d'un rapport de candidature à un autre. Et dans son exposé, l'archéologue Stéphane Gzell explique que le choix des titres très généraux présentait des avantages, d'où ce retour à ce qu'il appelle la chaire de Guillaume et de Lafenestre. Donc des noms sont associés à l'esthétique et l'histoire de l'art, on voit là la consécration d'une tradition. Évidemment, dit ce rapport, personne ne peut prétendre remplir un programme aussi étendu. Celui que nous désignerons, quel qu'il soit, devra limiter son enseignement comme ses études. Il ne convient pas cependant qu'il les limite trop et qu'il s'enferme dans ses recherches dans des recherches d'un intérêt secondaire et d'une portée médiocre. Une étrange pirouette rhétorique pour introduire Gabriel Millet. Je voudrais vous montrer que vous n'avez rien à craindre de tel, si vous choisissez Monsieur Millet. Le souhait d'innovation, l'impulsion se trouvent parfois dans les rapports de candidats malheureux, dans ces histoires alternatives qui n'ont pas vu le jour. Et dans sa présentation des travaux de Charles Lalo, Pierre Janet définit l'esthétique comme une synthèse de plusieurs disciplines scientifiques qui concourent à expliquer les valeurs diverses de la beauté naturelle et de la beauté artistique, en particulier certaines études de psychologie et de sociologie. Donc, en énumérant ce que l'esthétique n'est pas ou n'est plus, il donne à ce champ de savoir son historicité, dans le champ français en tout cas. L'esthétique contemporaine
n'est donc nullement ce qu'on pouvait envisager autrefois, une métaphysique a priori du beau absolu, ou bien une polémique et un programme d'école dirigé contre d'autres écoles. Je vais plutôt passer à ce qu'elle est pour boucler. Elle est à ses diverses spécialités à peu près ce que la biologie générale est à la botanique et à la zoologie. Elle est un ensemble fort neuf, c'est certes déjà coordonné, de recherches à tendance nettement scientifique. Elle n'est pas une œuvre d'art sur l'art, mais une œuvre de science sur l'art. Et je suis là encore à aller regarder sous les ratures pour y trouver une mise en valeur de l'esthétique à la française. Elle est le point de contact par excellence de l'esprit de finesse avec l'esprit de géométrie, caractéristique souhaitable de l'esprit français, comme autrefois de la culture hellénique. Quel est le lien alors avec l'histoire de l'art? L'esthétique serait, dans cette proposition, agent de liaison naturelle entre les divers arts comme entre les diverses sciences qui étudient le domaine de chaque art. L'équilibre envisagé n'est plus l'esthétique au service de l'histoire de l'art, mais l'étude historique, l'érudition considérée comme moyen, jamais fin, nous dit ce rapport, de l'esthétique. Et donc, aux antipodes, on a le rapport d'Abel Lefranc sur Paul Vitry, qui envisage l'énorme potentiel que constituerait une collaboration plus étroite entre le Collège de France et le musée du Louvre. Lefranc dit de Vitry qu'il prône une méthode directe s'attaquant aux œuvres elles-mêmes pour en tirer toute la substance. Monsieur Vitry a une trop longue expérience de son métier de conservateur pour pouvoir en revendiquer une autre. Je passe le reste de la citation pour montrer qu'on voit deux pôles en présence dans les rapports de présentation. La science de la sensation, esthétique qui se veut discours objectif, d'une part, et un discours plus en plus centré sur l'objet, d'autre part, un reflet du fait que l'esthétique et l'histoire de l'art connaissent un rapprochement, mais à mesure aussi qu'elles se définissent et se distinguent plus précisément. Alors, on peut se demander si la synthèse s'opère... J'ai peut-être mélangé mes diapositives. Mince. La synthèse s'opère potentiellement dans les recherches d'Henri Faucillon. Donc, on est là dans le rapport écrit en 1937 pour le présenter. Et c'est là que ça commence, en fait. Il estime à leur juste valeur, et c'est utilisé quand il convient, toutes les sciences auxiliaires qui servent cette histoire, études des chartes et documents écrits qui nous renseignent parfois sur les dates et la provenance des œuvres, analyse des conditions politiques et sociales du temps où elles sont nées, recherche iconographique, classement des motifs figurés, histoire de leur transmission et de leur survivance. Ce qui aurait contenté les générations précédentes de connaisseurs, d'antiquaires, d'historiens de l'art n'est en fait qu'un ensemble de moyens auxiliaires. Quand on fait tout cela, Henri Faucillon pense que l'essentiel reste à faire. L'œuvre d'art dont il s'agit d'écrire l'histoire n'est aucune de ces choses en particulier, ni toutes ces choses prises ensemble. Donc on sent l'esthétique vraiment sous-jacente comme moyen, mode opératoire pour réfléchir à cet essentiel de l'art. Et le Collège de France pourrait être le lieu où est canalisée cette perspective novatrice, cet idéal d'une compréhension du geste artistique à travers son ancrage dans l'évolution historique. Et pour conclure, je reviens à mon mauvais jeu de mots de titre. Je le regrette chaque jour, mais j'ai essayé d'en faire quelque chose, donner chair à cet enseignement. Voilà, l'Assemblée des professeurs donne une chaire, concède une chaire à un nouveau collègue. Mais en fait, je m'en suis rendu compte à mesure que je lisais, c'est bien cet élu qui l'incarnera et qui, en fonction de sa formation, de son expérience, de son positionnement, lui donnera, sans eux cette fois, lui donnera chair. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Vous avez prouvé, vous l'avez cité tout à l'heure vous-même, la sécheresse des documents qui paraissait être une crainte. Et pour nous, ça a été un enrichissement considérable. Et le fait que vous ayez présenté ces originaux aussi, manuscrits, nous montre combien toute cette matière reste vivante et reste à explorer, qui est l'un des projets centraux de l'histoire du Collège de France ici. Donc un grand merci d'avoir à la fois fait avancer notre connaissance sur la formation des chaires, mais aussi de nous avoir redonné, s'il était nécessaire de le faire, le sens de l'importance de ces archives, de leur bonne conservation et de leur étude critique telle qu'elle est pratiquée ici. Y a-t-il des questions, malgré le temps qui ne nous le permet presque plus? Mais si une ou deux questions brûlaient, on pourrait peut-être les prendre en urgence et reporter les autres à la séance de l'après-midi. Céline? Non, en fait, c'est pas non, je vais laisser les experts... Mais j'avais une question juste sur la science. Qu'est-ce que serait la science, en fait? Je pensais à l'application, l'art appliqué et l'histoire de l'art appliqué. Et je me posais la question de savoir,
Est-ce que la question de l'application de l'histoire de l'art est un peu plus complexe, il me semble, que la chimie? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on applique quand on applique l'art? On forme des artistes, donc ce serait une dimension pédagogique, l'art appliqué de l'histoire de l'art, donc ce serait compatible avec le collège, l'enseignement. Enfin voilà, donc je me posais la question de l'application de l'esthétique, en fait. Qu'est-ce que ce serait? Vous avez mentionné métier. Voilà. Oui. Moi, j'ai la position confortable que j'étais du côté des rapports, donc où ce ne sont pas des spécialistes qui écrivent sur leurs collègues futurs, et donc c'est intéressant d'avoir le point de vue, la sorte de synthèse et cristallisation de qu'est-ce que c'est que cette discipline que mon collègue va enseigner, et donc cet idéal d'esthétique pratique qui s'adresserait à un grand public, qui s'adresserait aux artistes futurs, je pense, dans la conception des rapports tels que nous présente mais c'est juste un plan, quoi. Après, la réalisation, j'espère qu'on aura des réponses cet après. C'est une absence de réponse, j'en suis navrée. On aura des réponses, j'en suis sûre, cet après-midi. Mais à mon sens, l'objectif est de fournir aux artistes un ancrage dans l'histoire. Donc il y a une dimension aussi prestige national, la suprématie de la France dans les arts appliqués doit se perpétuer, et pour ça, il faut former non seulement les artistes à leur pratique, mais aussi leur donner conscience de cette historicité et des modèles qui ont présidé pour les aider à mieux non pas les reproduire, mais les perpétuer et les prolonger. Il faut qu'ils puissent comprendre les mécanismes esthétiques des œuvres qui ont été inscrites au canon dont ils doivent s'inspirer. Merci, et merci pour cette très belle formule, le tracé d'un itinéraire idéal pour décrire les rapports. Je vais l'adopter parce que vous n'avez plus de formules pour les décrire, et ça c'est très très intéressant. Merci. François-René Martin, avec le micro. Juste peut-être 2 points sur lesquels je voudrais revenir à partir de votre communication que j'ai trouvé tout à fait éclairante et infiniment précise dans le déroulé effectivement de ces définitions que l'on comprend bien. Bon, tout d'abord, il y a une question qui est la question du public. Déjà, je voudrais juste relever quand même, c'est assez fascinant de voir que certains peuvent reprocher dans les années 70 à la chaire aux Beaux-Arts de ne pas être ouverte au public, alors que précisément d'autres soulignent à juste titre que c'est peut-être le défaut de cette chaire, d'être excessivement mondaine. Bon. Et alors là, il y aurait quelque chose à éclairer. Comment on arrive à ces contradictions. Le deuxième point, moi j'étais beaucoup intéressé par ce rapport de ce député sur le fait que la chaire doit servir l'économie politique, avoir un rayonnement. Et là, il y a 2 types de publics finalement qui se superposent. Il y a le public réel qui vient dans l'assistance et l'audience au-delà du public qui vient. Une espèce d'aura qui s'attache aux chairs et qui serait en quelque sorte quelque chose qui serait en lien direct avec l'industrie. Et là, il y a une chose qui est intéressante aux Beaux-Arts. Un des suppléants de Taine, Münz n'est pas toujours le suppléant, il a un autre suppléant qui va enseigner pendant 1 an, qui s'appelle Georges Berger. Georges Berger, c'est quelqu'un qui fera sa carrière ensuite, juste après être aux Beaux-Arts, dans l'organisation des expositions universelles. Là, on est vraiment de plein pied avec la grande industrie de la culture et de l'art. Un autre point sur lequel je voulais insister, c'est que je trouve que c'est passionnant, et ça rejoindra sans doute ce que Claire Barbillon traitera cet après-midi, c'est une espèce de désagrégation de l'esthétique au fil du temps, et en même temps, on ne veut pas renoncer à cette catégorie et à l'emblème qu'elle constitue. Je dirais juste une chose, j'en ai pas parlé, mais si on regarde les cours de Fourcault qui sont conservés aux Beaux-Arts, ça c'est une source qui est assez intéressante, les cours donnés aux Beaux-Arts, il est quasiment plus question, quand on regarde précisément, il est quasiment plus question d'esthétique en réalité dans ces cours, c'est quasiment que de l'histoire de l'art, et à mon avis on est assez proche de ce que fera La Fenêtre. Par contre c'est intéressant, quand il publie, il rend hommage à Taine en permanence, et si je prends l'exemple de son grand livre sur Rude, vous avez 30 pages sur ce qu'est la Bourgogne depuis le néolithique avant qu'on en vienne à Rude, et ça c'est une théorie du milieu qui est en quelque sorte projetée dans le livre, mais elle avait disparu dans l'amphithéâtre. Merci pour ces éclairages. Je vais reprendre mon idée d'itinéraire et de bison futé, tout ça, pour voir qu'on a des pistes qui s'ouvrent, en fait, et le recoupement entre donc, cette détermination en amont et ce qui se passe ensuite effectivement dans les cours va être crucial. J'avais vraiment conscience en préparant, en regardant juste ce côté
des angles morts qui me restaient à voir. Et effectivement, le fait qu'on tienne à garder le terme donne l'impression d'un désir de perpétuer. Il s'est instauré, il est là, c'est une tradition, mais il est vague, enfin, vidé de son sens, ce qui donne à la fois une opportunité aux détenteurs de la chaire de la remplir comme il veut, mais aussi cette indétermination fait, je suis d'accord avec vous que ça devient un emblème plutôt qu'une véritable direction d'idées. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Nous avons très bien travaillé, tous grâce à Jessica Desclos, à Céline Surprenant, aux intervenants et à l'attention permanente du public, que je remercie aussi. La question du public, vous l'avez entendu, est la plus importante. Voilà, donc merci d'avoir assisté à cette première demi-journée. L'après-midi sera consacré aux différents conservateurs du Louvre élus au Collège de France à partir de l'étude des dossiers conservés dans les différentes institutions. Nous nous réjouissons et nous nous retrouvons à 14h ici avec Claire Barbillon. Merci.